Mon propre fils a refusé de venir me voir sur mon lit de mort, disant qu'il était trop occupé. Trop occupé pour dire adieu à sa propre mère. Pouvez-vous imaginer cette douleur? L'infirmière a laissé tomber le plateau de médicaments en m'entendant confier ces mots au téléphone. L'appareil a glissé de ma main tremblante tandis que les larmes brouillaient ma vision. Je m'appelle Viviane Bernard, j'ai 69 ans, et en ce moment je meurs seule dans un hôpital de Paris, abandonnée par le seul être humain que j'ai juré d'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Madame Bernard, vous devez vous calmer, dit la médecin, vérifiant les moniteurs qui bipaient frénétiquement. Votre cœur ne supportera pas un autre choc émotionnel. Mais comment calmer un cœur qui vient d'être poignardé par l'indifférence? Ce même cœur qui a battu pendant 32 ans uniquement pour garantir que Nicolas est tout ce que je n'ai jamais pu avoir. Par la fenêtre de ma chambre à l'hôpital Saint-Antoine, je peux voir le ciel parisien gris d'automne. Les feuilles des arbres dans les jardins voisins commencent à dorer, annonçant le changement de saison. Quelle ironie de penser que je ne verrai pas l'hiver arriver. Le temps, ce luxe que j'ai toujours cru avoir en abondance pour des réconciliations futures, s'écoule maintenant entre mes doigts comme du sable fin. Mon histoire commence là où beaucoup se terminent, dans le 16e arrondissement de Paris, dans un élégant appartement haussmannien qui a coûté toute une vie de sacrifice pour l'acquérir. Je ne suis pas née dans l'abondance, je suis venue au monde dans la petite banlieue d'Argenteuil, fille d'un boulanger et d'une couturière. Mes parents ont travaillé sans relâche pour me donner une éducation, le seul héritage qu'ils pouvaient offrir. J'ai été la première de la famille à entrer à l'université. J'étais professeure de littérature à la Sorbonne le jour et traductrice freelance durant les interminables nuits blanches. Quand Nicolas est né, j'ai juré qu'il aurait tout ce que j'avais dû conquérir avec tant d'efforts. Chaque euro économisé avait un but, garantir que mon fils ne connaisse jamais les privations qui ont marqué mon enfance dans les banlieues appauvries de la ville. Nicolas a grandi parmi les livres rares et les meubles anciens, fréquentant les meilleures écoles privées de Paris. Sa chambre, décorée de globes terrestres et de cartes anciennes, reflétait les ambitions que j'avais nourries pour lui depuis le berceau. Un jour, mon fils, le monde entier sera à ta portée, murmurai-je en le berçant pour l'endormir. Son père, Philippe, nous a abandonnés quand Nicolas avait à peine 5 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, un mardi pluvieux d'avril. Philippe a simplement fait sa valise, a laissé son alliance sur la commode et est parti, prétendant qu'il n'était pas né pour la vie de famille. Il a laissé derrière lui un garçon confus et une femme dévastée, mais déterminée à ne pas se laisser couler. Il n'y a plus que nous deux contre le monde maintenant, disais-je à Nicolas, en le berçant pour l'endormir les soirs où il pleurait l'absence paternelle. Ses petits doigts s'accrochaient à mon pull, comme s'il craignait que moi aussi, je puisse disparaître pendant la nuit. Je ne te quitterai jamais, mon petit prince, promettais-je, embrassant son front jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ce furent des années de travail incessant. Alors que d'autres mères assistaient aux représentations scolaires de leurs enfants, j'étais souvent coincée dans des réunions de département ou à respecter des délais de traduction serrés. Mais je compensais ces absences par des week-ends spéciaux, des promenades au Louvre, où j'enseignais à Nicolas l'art et l'histoire, des pique-niques au jardin du Luxembourg les dimanches après-midi, des séances de lecture nocturne où nous explorions ensemble les mondes fantastiques créés par Victor Hugo et Alexandre Dumas. Mes mains, aujourd'hui marquées par le temps, se souviennent encore de la sensation de la craie sur le tableau noir et du clavier lors des nuits blanches de traduction. L'odeur du café fort qui me maintenait éveillée pendant que je traduisais des textes académiques complexes pour des éditeurs renommés. Tout cela pour garantir que l'avenir de Nicolas soit brillant. Nicolas est allé à Sciences Po, l'élite de l'éducation française, puis à Harvard, avec une bourse partielle que j'ai complétée en vendant quelques bijoux de famille, des reliques de ma grand-mère que je gardais pour les occasions spéciales. Ça en vaut la peine, mon fils mérite le meilleur, me répétais-je en signant les chèques qui épuisaient mes économies. Les nuits passées éveillées, inquiète pour les factures, ne semblaient pas importantes quand je le voyais porter la toge à sa remise des diplômes, le visage illuminé par la fierté et les possibilités infinies qui s'ouvraient devant lui. C'est ainsi, entre sacrifices silencieux et petites victoires, que j'ai construit non seulement une carrière respectable, mais aussi un patrimoine considérable.
L'appartement du 16e arrondissement que j'ai acquis à 50 ans symbolisait pour moi le couronnement d'un parcours ardu. Ses hauts plafonds aux moulures ornementées, ses larges fenêtres qui encadraient des vues splendides de la ville, la bibliothèque qui abritait ma collection soigneusement constituée au fil des ans, tout cela représentait non seulement une sécurité matérielle, mais aussi la promesse d'un avenir sûr pour Nicolas. Au fil des années, j'ai vu mon fils se transformer en un homme élégant et ambitieux. Sciences Po, Harvard, puis un poste convoité dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. Nicolas gravissait rapidement les échelons du succès professionnel, et je l'observais avec un mélange de fierté et d'appréhension silencieuse car je voyais en lui une détermination qui parfois obscurcissait le garçon sensible que j'avais connu. Nos dîners dominicaux, autrefois remplis de conversations animées et de rires, sont devenus de plus en plus rares et formels. Je suis occupée, maman. J'ai un dossier important à préparer est devenu la justification standard pour des absences de plus en plus fréquentes. Les appels hebdomadaires se sont transformés en brèves communications par message, souvent juste pour régler des questions pratiques. L'éclat dans les yeux de Nicolas quand il parlait de ses affaires juridiques était intense, mais il y manquait quelque chose d'indéfinissable qui l'animait dans son enfance. Et puis, il y a 3 semaines, est venu le diagnostic qui a tout changé. Cancer du pancréas à un stade avancé. Les symptômes que j'ignorais depuis des mois, la fatigue persistante, la perte de poids, les douleurs abdominales que j'attribuais au stress se sont révélées être les manifestations de quelque chose de bien plus grave. Assise seule dans le cabinet médical, j'ai entendu les mots qui transformeraient les derniers chapitres de ma vie, 6 mois, au maximum. Je suis désolée, Madame Bernard. La première personne que j'ai appelée était Nicolas, maintenant un avocat prospère avec un bureau sur l'avenue Montaigne. Je me souviens avoir mentalement répété comment j'annoncerais la nouvelle, cherchant des mots qui minimiseraient l'impact, qui ne le surchargeraient pas. Je voulais être forte pour lui, comme je l'avais toujours été. Nicolas ? Mon fils, je dois te dire quelque chose d'important, ai-je commencé, essayant de garder une voix ferme tout en marchant dans les rues de Paris après la consultation, les gens autour de moi poursuivant leur vie normale, inconscients que mon monde venait de s'effondrer. Je ne peux pas parler maintenant, maman. Je suis en train de conclure une affaire importante avec un client de Monaco. Je te rappelle plus tard, fut sa réponse précipitée, le bruit de papier manipulé en arrière-plan. C'est à propos de ma santé, Nicolas. C'est vraiment important, ai-je insisté, sentant ma voix légèrement faiblir. Je suis littéralement en train d'entrer dans une réunion cruciale. Pouvons-nous parler ce soir ? Ou demain serait mieux, j'ai un dîner avec des clients ce soir. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Bien sûr, mon fils. Demain alors. Mais demain s'est transformé en après-demain, qui s'est transformé en une semaine. Quand j'ai finalement pu lui parler du diagnostic, c'était par message vocal, après 3 appels sans réponse. Sa réponse est venue des heures plus tard, un bref message exprimant le choc, suivi par la promesse qu'il viendrait me voir, dès que possible. Une semaine est passée. 2. 3 appels sans réponse par jour. Des messages répondus par des monosyllabes. La douleur physique grandissait, mais elle était dépassée par la douleur du rejet. Comment un fils peut-il être trop occupé quand sa mère est mourante ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ces derniers moments ensemble ? C'est quand les médecins ont suggéré mon hospitalisation que la réalité de ma solitude est devenue inéluctable. Il n'y avait personne pour m'accompagner, personne pour apporter des vêtements de l'appartement, personne pour me tenir la main pendant les examens douloureux. Marthe, ma gouvernante dévouée, a fait ce qu'elle pouvait, elle a apporté mes affaires, organisé l'appartement, m'a rendu visite quand ses jours de congé le permettaient. Mais ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la famille. Jusqu'à aujourd'hui, quand la douleur est devenue insupportable et que les médecins ont suggéré d'appeler mes proches, j'ai essayé de joindre Nicolas une dernière fois. L'infirmière, Claudine, une jeune femme gentille aux yeux compatissants, a composé le numéro pour moi, car mes mains tremblaient trop pour appuyer correctement sur les touches. C'est alors qu'il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais, j'ai une réunion cruciale avec un client de Lyon. Je ne peux pas simplement tout laisser tomber parce que tu ne te sens pas bien.
Je pourrais te rendre visite ce week-end, si tu es plus stable. Ne te sens pas bien. Comme si j'avais une simple grippe et non comme si je mourais lentement. Ce week-end. Comme si j'avais la garantie d'être encore en vie jusque-là. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, pas seulement mon cœur de mère, mais aussi toutes les illusions que j'avais nourries pendant des années. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la maladie qui ronge mon corps, mais de réaliser que j'ai élevé un étranger. Quelqu'un capable de traduire toute une vie d'amour en « je n'ai pas le temps ». L'infirmière Claudine est revenue avec de nouveaux médicaments et un regard de pitié que j'aurais préféré ne pas voir. Elle ajuste la perfusion et me demande si je veux qu'elle appelle quelqu'un. Je secoue négativement la tête. Il n'y a personne à appeler. Avez-vous d'autres parents? Des amis proches que vous aimeriez mettre au courant de votre état? Demande-t-elle délicatement, tout en vérifiant mes signes vitaux. Seulement mon avocat, je réponds, sentant une nouvelle détermination grandir en moi, émergeant de la douleur comme un phénix inattendu. S'il vous plaît, pouvez-vous appeler Antoine Lefebvre? Le numéro est dans mon agenda. Tandis que j'observe le soleil se coucher par la fenêtre de l'hôpital, teintant le ciel parisien de nuances d'orange et de violet qui semblent douloureusement belles, je prends la décision la plus difficile de ma vie. Il est temps de réécrire la fin de cette histoire, même si Nicolas n'appréciera pas ce nouveau dénouement. Ce que mon fils ne sait pas, c'est que l'appartement du 16e arrondissement, évalué à 1,8 million d'euros, les actions que j'ai discrètement accumulées au fil des ans, et la petite fortune en antiquité et en art que je collectionne depuis ma jeunesse, tout cela totalisant plus de 3 millions d'euros lui était destiné. Un patrimoine construit brique par brique, investissement par investissement, toujours en pensant à son avenir, à sa sécurité. Était. Le téléphone à côté du lit sonne. C'est Antoine qui confirme qu'il viendra demain matin. Je regarde la photographie sur la table de chevet. Nicolas et moi devant Notre-Dame le jour de sa remise de diplôme, ses yeux brillants de promesse d'un avenir qui semblait infini. Quelque part en chemin, cet éclat s'est transformé en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Peut-être ai-je échoué en tant que mère. Peut-être que, dans ma détermination à donner à Nicolas tout ce que je n'avais pas eu, j'ai oublié de lui enseigner la valeur des choses que l'argent ne peut pas acheter. Ou peut-être que le monde a été plus fort que mes leçons, ce monde qui célèbre le succès matériel par-dessus tout, qui confond occupation et but, qui transforme les relations en simples éléments d'un agenda surchargé. Quoi qu'il en soit, j'ai encore une dernière leçon à enseigner à mon fils. Une leçon qu'il apprendra de la manière la plus dure car parfois, seule la perte nous fait apprécier ce que nous avions. Demain, quand Antoine arrivera, je ferai plus que changer mon testament. Je planterai une graine qui, j'espère, germera quand je ne serai plus là. Une dernière tentative pour récupérer non pas mon fils, car il sera trop tard pour moi, mais l'essence du garçon qu'il était autrefois. La nuit avance, apportant avec elle la morphine et son soulagement temporaire. Alors que la conscience commence à flotter au bord du rêve, je pense à combien la vie est étrange dans ces cercles implacables. J'ai commencé seul, luttant contre un monde indifférent. Et maintenant je termine de la même façon, sauf que cette fois, l'indifférence vient de celui que j'ai le plus aimé. Pensez-vous que l'ingratitude devrait être récompensée? Que feriez-vous à ma place? Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment un seul appel téléphonique a changé à jamais le destin de ma fortune, et comment Nicolas a réagi quand il a découvert la vérité. Continuez à regarder pour comprendre comment le destin peut être ironique avec ceux qui confondent amour et obligation. Le lendemain matin m'a apporté non seulement la douleur physique qui était déjà devenue ma compagne constante, mais aussi une clarté que l'on ne trouve que lorsqu'on se retrouve face à face avec la faim. L'automne parisien peignait les arbres à l'extérieur de l'hôpital dans des tons dorés et rouges, tandis que des rayons de soleil filtrés par d'épais nuages créaient un spectacle éphémère de lumière et d'ombre sur le parquet de ma chambre. L'avocat Antoine Lefebvre, qui s'occupe de mes affaires depuis plus de 2 décennies, est arrivé ponctuellement à 9 heures, avec sa mallette en cuir usé et ses yeux fatigués qui ont tout vu. Antoine est de ces hommes dont l'apparence semble immunisée contre le temps, les mêmes lunettes d'écaille, la même moustache méticuleusement taillée, le même costume gris légèrement démodé.
Sa présence m'a toujours apporté un sentiment de stabilité dans un monde en perpétuel changement. « Bonjour, Viviane, dit-il, sa voix grave remplissant le silence aseptisé de la chambre d'hôpital. J'ai remarqué comme ses yeux s'attardaient un moment de plus sur le moniteur cardiaque, sur les poches de médicaments, sur les marques que la maladie laissait déjà visibles sur mon visage. « Vous avez l'air moribonde », ai-je complété avec un léger sourire. « Nous pouvons nous passer d'euphémisme, Antoine. Nous sommes trop vieux pour cela. » Il a acquiescé, un presque sourire apparaissant sous sa moustache grisonnante. Telle a toujours été notre dynamique, une honnêteté brutale enveloppée dans une fine couche d'humour sec. C'est pour cela que je l'ai choisi comme mon avocat il y a tant d'années, lorsque j'ai reçu ma première offre pour publier des traductions littéraires. Antoine n'a jamais doré la pilule, même quand la vérité était amère. J'ai apporté les documents que vous avez demandés, dit-il, ouvrant sa mallette et en extrayant un dossier. Testament mis à jour, procuration, instructions pour les funérailles, tout conformément à ce que nous avons discuté par téléphone. Mais, Viviane? Il hésita, ajustant ses lunettes pour lire les documents que j'avais demandés. Êtes-vous sûr de cela? C'est une décision drastique. L'infirmière est entrée à ce moment-là pour vérifier mes signes vitaux. Une jeune femme aux yeux doux et aux mains efficaces, de ces personnes qui semblent avoir trouvé leur véritable vocation. Elle a souri à Antoine, ajusté quelque chose dans la perfusion et est sortie silencieusement, respectant notre intimité. Antoine, j'ai passé toute ma vie à donner des chances à Nicolas. Ce sera la première fois que je ne le fais pas, ai-je répondu, ressentant une étrange paix dans ma décision. Une décision qui s'était cristallisée durant la nuit agitée, entre les doses de morphine et les souvenirs qui ne visitent que ceux qui savent qu'il leur reste peu de temps. Et s'il vient? Et s'il change, a insisté Antoine, toujours l'avocat, toujours à considérer toutes les possibilités, tous les scénarios potentiels. Alors il changera pour lui-même, pas pour l'héritage, ai-je simplement répondu. Et cela vaudra beaucoup plus. Pendant qu'Antoine préparait les documents, mon esprit a vagabondé vers le passé, comme il le fait constamment maintenant que le futur est devenu si court. Je me suis souvenu du petit Nicolas à 7 ans, courant dans les couloirs de la Sorbonne après mes cours, enchanté par les énormes volumes de la bibliothèque. Ses cheveux châtains ébouriffés par le vent d'automne, ses joues rougies d'excitation tandis qu'il tenait un livre presque plus grand que lui-même. « Maman, un jour je lirai tous ces livres, comme toi », déclarait-il avec cette confiance absurde et adorable que seuls les enfants possèdent. Comme ses yeux brillaient quand je lui racontais des histoires sur les grands poètes français, sur Baudelaire et ses « Fleurs du mal », sur Victor Hugo et ses Misérables rachetés par l'amour. J'adaptais les histoires, bien sûr, les rendant appropriées pour ses jeunes oreilles, mais en préservant leur essence poétique. Nicolas absorbait tout comme une éponge assoiffée, posant des questions qui me surprenaient souvent par leur profondeur. Je me suis particulièrement souvenu d'une nuit, après un cours épuisant et une session de traduction qui s'était prolongée tard. J'avais promis de lui lire, mais la fatigue m'avait vaincu et je m'étais endormi sur le canapé. Je me suis réveillé avec le petit Nicolas me couvrant d'une couverture, ses yeux sérieux et inquiets. « Tu travailles trop, maman, dit-il, avec une gravité qui semblait déplacée sur son petit visage d'enfant. Quand je serai grand, je prendrai soin de toi, comme tu prends soin de moi. » Ce souvenir a fait brûler mes yeux de larmes non versées. Où était ce garçon maintenant? Perdu quelque part entre les réunions d'affaires et l'ambition effrénée. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? La voix d'Antoine m'a ramené au présent. Il était assis patiemment, le stylo suspendu au-dessus du papier, attendant que j'émerge de mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre le ciel de Paris, si absolument indifférent au petit drame humain qui se déroulait sous lui. Combien de lits de mort ce ciel a-t-il déjà témoigné? Combien de dernières volontés, combien de regrets, combien d'espoirs non réalisés? Oui, ai-je finalement répondu. Je veux ajouter une lettre pour Nicolas. Quelque chose qu'il ne recevra qu'après mon départ. Antoine a acquiescé, sans demander le contenu de la lettre. Une autre raison pour laquelle j'apprécie sa compagnie, il sait quand le silence est plus respectueux que les questions.
vous devez comprendre les implications juridiques, a poursuivi Antoine, revenant au terrain sur des lois et des règlements. Une fois signé, il sera très difficile de revenir sur ce testament. Et même si vous souhaitiez le modifier à l'avenir, selon votre état, eh bien, il pourrait y avoir des contestations quant à votre capacité mentale à ce stade de la maladie. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, prenant le stylo d'une main ferme, étonnamment déterminé pour quelqu'un dont le corps était en train de défaillir rapidement. Je veux aussi que vous enregistriez que je suis en pleine possession de mes facultés mentales. Amenez le docteur Moreau et la docteur Laurent comme témoins, si nécessaire. J'ai signé les documents un par un. Mon testament précédent, qui laissait tout à Nicolas, a été annulé. À sa place, un nouveau est né, la moitié de ma fortune irait à la Fondation Saint-Louis, qui s'occupe des enfants orphelins à Paris, des enfants comme j'aurais pu l'être, sans le sacrifice de mes parents, un quart à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour la recherche sur le cancer du pancréas, peut-être pour que d'autres n'aient pas à affronter cette fin, et le reste à Marthe, ma fidèle gouvernante depuis 30 ans, qui plus que quiconque, méritait un avenir confortable. Une femme simple qui, ironiquement, a démontré plus de loyauté et d'affection que mon propre sang. Nicolas ne recevrait rien d'autre qu'une lettre cachetée, qu'Antoine devrait lui remettre personnellement. Et s'il conteste, a demandé Antoine, rangeant les documents dans sa mallette. Ses yeux révélaient une préoccupation authentique non pas pour le testament en soi, mais pour moi, pour les conflits potentiels que je ne vivrai pas assez longtemps pour résoudre. Il peut essayer, ai-je répondu avec un sourire fatigué. Mais vous et moi savons que le testament est à l'épreuve des contestations. Je suis en pleine capacité mentale, j'ai 2 médecins qui l'attestent, et j'ai tout à fait le droit de disposer de mes biens comme je le juge approprié. De plus, j'ai hésité, réfléchissant aux implications de ce que j'étais sur le point de dire. Nicolas est trop fier pour traîner son nom devant les tribunaux dans une dispute d'héritage. Sa réputation parmi ses collègues avocats signifie beaucoup pour lui. Antoine a acquiescé, connaissant bien la loi, après tant de dîners chez moi au fil des années, connaissant aussi Nicolas. Avant de partir, il a tenu ma main un moment plus long que nécessaire, un geste rare d'affection venant de cet homme toujours formel. Peut-être a-t-il réalisé que ce serait l'une des dernières fois que nous nous verrions. Adieu, Viviane, dit-il simplement, sa voix légèrement émue. Au revoir, Antoine, ai-je répondu, insistant sur le « au revoir » plutôt que sur le définitif « adieu ». Une petite rébellion contre l'inévitabilité de la fin. Après son départ, je me suis retrouvé à nouveau seul avec mes pensées et la vue de la tour Eiffel au loin, floue à travers la fenêtre de l'hôpital. Paris, ma compagne de vie, me disait maintenant adieu avec la même élégance distante avec laquelle elle m'avait toujours accueilli, belle, inaccessible, suivant éternellement son propre rythme, tandis que nous, simples mortels, vivons nos petits drames sous ses lumières. La décision était prise, mais cela n'atténuait pas la douleur de la trahison. Comment une mère en arrive-t-elle à déshériter son fils unique? La réponse était simple et dévastatrice, quand ce fils a déjà déshérité sa mère bien avant, non pas de biens matériels, mais d'affection et de considération. J'ai pris la télécommande du lit d'hôpital et ajusté la position, essayant de trouver un certain confort pour mon corps de plus en plus fragile. Le cancer a cette cruauté particulière, il vous vole non seulement la santé, mais la dignité, transformant des actes simples comme s'asseoir en défis douloureux. Les murs de la chambre d'hôpital, d'un blanc stérile et impersonnel, étaient décorés de quelques cartes de prompt rétablissement envoyées par d'anciens collègues de la Sorbonne et des étudiants qui étaient restés en contact au fil des ans. Ironiquement, plus de démonstrations d'affection de personnes qui ne partageaient pas mon sang que de mon propre fils. Le médecin est passé lors de sa tournée du matin, Dr Fournier, un homme d'âge moyen aux yeux doux qui contredisait sa posture formelle. Il a vérifié ma fiche, posé les questions de routine sur la douleur et le confort, ajusté la médication. Ses gestes étaient efficaces, mais j'ai remarqué comment il prenait un temps supplémentaire pour expliquer chaque changement, pour s'assurer que je comprenne ce qui se passait dans mon propre corps. Un petit acte de respect qui signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. La douleur est-elle contrôlée, Madame Bernard, a-t-il demandé, sa voix soigneusement modulée pour transmettre de l'inquiétude sans pitié.
Autant qu'elle peut l'être, docteur, ai-je répondu honnêtement. Il a acquiescé, comprenant ce qui n'avait pas été dit. J'augmenterai la morphine. Il n'y a aucune raison de souffrir inutilement. Merci, docteur. Mais je préfère garder l'esprit clair, au moins pour un jour ou deux encore. J'ai des affaires à régler. Le docteur Fournier m'a étudié un moment, évaluant peut-être ma capacité à supporter la douleur par rapport aux besoins de lucidité. Finalement, il a acquiescé. Comme vous préférez. Mais n'hésitez pas à appeler si la douleur devient insupportable. Nous sommes là pour aider, pas pour juger. Après son départ, mon regard a été attiré vers la fenêtre à nouveau. Le ciel s'était légèrement éclairci, un bleu pâle apparaissant entre les nuages. Paris a toujours été plus belle après la pluie, quand la lumière se réfracte sur les pierres anciennes et les toits d'ardoise, donnant à la ville un éclat presque surnaturel. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées sombres. C'était Nicolas. Pour la première fois en plusieurs semaines, c'était lui qui m'appelait, pas l'inverse. J'ai répondu avec le cœur battant, les mains tremblantes pas seulement à cause des effets de la maladie, mais à cause de l'espoir soudain et traître qui insistait pour fleurir, même après tant de déceptions. Maman, désolée de ne pas avoir répondu avant. J'étais vraiment occupée avec l'affaire Dumont, tu sais comment ces clients corporatifs sont exigeants, a-t-il commencé, sa voix sonnant étrangement anxieuse. Je pouvais entendre des bruits de circulation en arrière-plan, il était probablement en voiture, conduisant entre rendez-vous. Même pour cet appel, il ne s'était pas complètement arrêté. Bien sûr, mon fils, ai-je répondu, gardant ma voix neutre, tout en observant un pigeon se poser sur le rebord de la fenêtre. L'oiseau m'a regardé brièvement avant de s'envoler à nouveau, libre d'une manière que je ne serai plus jamais. Alors, les médecins ont dit que tu n'allais pas bien. C'est vraiment sérieux ou ils exagèrent comme toujours? La froideur de la question m'a frappé comme une gifle. Même maintenant, il minimisait ma condition, traitant un diagnostic terminal comme un inconvénient mineur, peut-être même une exagération dramatique de ma part. Comme si j'étais une vieille hypocondriaque cherchant l'attention. Je suis en train de mourir, Nicolas, ai-je dit directement, sans détour. Cancer terminal du pancréas avec métastase au foie. Les médecins me donnent, avec de la chance, quelques mois. Probablement moins. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. J'ai pu presque entendre les rouages du cerveau de Nicolas calculant les impacts de cette nouvelle non pas émotionnelle, mais pratique. J'ai presque vu son cerveau agile d'avocat traiter les implications, les chronologies, les ajustements nécessaires à son agenda soigneusement planifié. Mon Dieu, maman! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Je viens immédiatement. J'ai senti le goût amer de l'ironie. Soudainement, quand confronté à la réalité inéluctable, il trouvait du temps. Pas quand j'avais besoin de compagnie durant les premières semaines effrayantes du diagnostic, pas quand j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner aux consultations difficiles, écouter les explications des médecins, tenir ma main pendant que nous discutions des options de traitement qui, au final, ne seraient que palliatives. Mais maintenant, quand la mort était assez proche pour être une réalité incontournable, maintenant il avait du temps. Je te l'ai dit, Nicolas. Il y a 3 semaines, quand j'ai reçu le diagnostic. Et hier, et avant-hier. Un autre silence. Plus inconfortable cette fois. Le son d'un klaxon distant est parvenu par le téléphone, suivi par ce qui semblait être Nicolas ralentissant, peut-être arrêtant la voiture. Écoute, je sais que je n'ai pas été le fils le plus présent, a-t-il commencé, sa voix maintenant plus douce, plus calculée. J'ai reconnu ce ton, c'était le même qu'il utilisait dans les interviews pour les journaux juridiques, dans les panels de discussion, quand il devait démontrer de l'empathie sans vraiment la ressentir. Mais ça va changer, je te le promets. Je vais réorganiser mon agenda, passer plus de temps avec toi. On pourrait même discuter de cette rénovation que tu as toujours voulu faire dans l'appartement. Tu sais, mettre à jour la cuisine, peut-être moderniser le système électrique. Ah, l'appartement. Bien sûr que la conversation en arriverait là.
Le centre gravitationnel autour duquel orbitaient ses pensées n'était pas les souvenirs d'enfance, ce n'était pas une préoccupation authentique pour mon confort dans mes derniers jours, ce n'était pas la peur naturelle de perdre un être cher. C'était la propriété. Les biens matériels. J'ai fermé les yeux, me rappelant la vue splendide du salon sur les jardins du Luxembourg, les étagères en acajou remplies de premières éditions que j'avais collectionnées au fil des décennies, la terrasse où nous prenions le café les dimanches matins quand il était encore étudiant, avant que l'ambition ne le consume complètement. Un patrimoine considérable au cœur de Paris, dans l'un des quartiers les plus recherchés, dont la valeur n'a fait qu'augmenter au fil des ans. Ne t'inquiète pas pour l'appartement, Nicolas. J'ai déjà réglé cette question aujourd'hui même. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? L'anxiété dans sa voix était palpable. Tout le vernis de préoccupation filiale a instantanément disparu, remplacé par le ton d'alerte d'un avocat pressentant des problèmes. J'ai pris quelques décisions concernant mon testament. Des choses qui devaient être réglées. Quelles décisions? Sa voix a monté d'une octave. Maman, tu n'es pas en état de prendre des décisions importantes maintenant. Tu es sous médication forte, émotionnellement ébranlée. Tout changement que tu as fait peut être contesté légalement, tu le sais? Et voilà. Nicolas, l'avocat, déjà en train de calculer comment renverser toute décision qui pourrait affecter son héritage. Pas un mot de tendresse, pas une expression de tristesse authentique pour mon état. Seulement la peur de perdre ce qu'il croyait être sien de droit, un droit basé simplement sur l'accident de naissance, non sur des actes d'amour, non sur une présence constante, non sur une gratitude exprimée. Je suis parfaitement lucide, mon fils. Et oui, j'ai consulté un avocat qui a garanti que mes décisions seront respectées. Quel avocat? Ce n'était pas ce vieux Lefebvre, n'est-ce pas? Il arrive à peine à se souvenir où il a posé ses lunettes. Nicolas était clairement perturbé maintenant. J'ai légèrement souri, malgré la douleur croissante. Antoine Lefebvre était l'un des avocats les plus respectés de Paris, spécialisé en droit successoral, avec une réputation d'intégrité presque légendaire. Nicolas le savait parfaitement, son dédain n'était qu'une tentative transparente de délégitimer mes actions. Antoine est extrêmement compétent, comme tu le sais bien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin de me reposer. L'infirmière signale que c'est l'heure des médicaments. C'était un petit mensonge, il n'y avait pas d'infirmière dans la chambre à ce moment-là. Mais je devais mettre fin à cette conversation avant que le ressentiment ne dépasse la détermination calme que j'essayais de maintenir. Attends, maman. Je viens maintenant. J'arriverai dans 1 heure, au maximum. J'ai raccroché sans répondre. L'horloge au mur indiquait 11h43. J'ai calculé que Nicolas serait ici vers 13h, peut-être un peu plus si la circulation était mauvaise sur le boulevard Saint-Germain, comme c'était souvent le cas à cette heure. 1 heure. Après 3 semaines d'absence, après d'innombrables appels sans réponse, maintenant il pouvait arriver en 1 heure. Non pas parce que sa mère était mourante, mais parce que son héritage était en danger. J'ai ressenti une vague de nausées qui n'avait rien à voir avec le cancer ou la médication. C'était du dégoût pur, pas seulement envers Nicolas, mais envers moi-même. Quelles lacunes dans mon éducation lui ont permis de devenir cet homme? À quel moment le garçon aux yeux brillants qui avait promis de prendre soin de moi s'est-il transformé en cet adulte calculateur qui mesurait son amour en euros et centimes? Peut-être avons-nous échoué ensemble, moi, en le protégeant trop des difficultés, en fournissant un confort matériel sans exiger une croissance morale correspondante, lui, en confondant privilège et droit, confort et mérite. J'ai regardé la petite table à côté du lit, où reposait une photo de nous deux d'il y a des années. Nicolas et moi devant Notre-Dame, lui tenant son diplôme de Sciences Po, souriant avec l'avenir brillant devant lui. Un avenir que j'avais construit pour lui aux dépens de mon propre présent. Sur cette photographie, ses yeux avaient encore cet éclat ultime vestige du garçon qu'il avait été, avant que le monde ne le transforme. Ou avant qu'il ne permette au monde de le transformer. Car finalement, nous sommes tous architectes de notre propre caractère, n'est-ce pas? Les circonstances façonnent, mais les choix définissent.
J'ai tenu la photographie un moment, passant les doigts sur la surface lisse, comme si je pouvais, par ce geste, toucher le passé. Puis je l'ai remise sur la table, face cachée. Certains souvenirs sont trop douloureux à affronter quand on est fragilisé. L'infirmière est entrée avec les médicaments, en remarquant mon regard auparavant fixé sur la photographie maintenant retournée, a commenté « Votre fils ? Un beau jeune homme. » Oui, ai-je répondu, sentant les larmes que j'essayais de contenir. Il est avocat maintenant. Très occupé. Toujours très occupé. Je suis sûre qu'il viendra vous voir bientôt, a-t-elle dit gentiment, préparant l'injection d'analgésique qui me donnerait quelques heures de soulagement. Oui, il viendra, ai-je répondu, avec une certitude amère. Maintenant qu'il y a quelque chose en jeu pour lui. L'infirmière n'a pas répondu, peut-être reconnaissant la douleur derrière mes mots, peut-être ne sachant simplement pas quoi dire. Il y a des blessures qu'aucun professionnel de santé ne peut guérir, des douleurs qu'aucune morphine ne peut soulager. Tandis que la morphine entrait lentement dans mes veines, apportant le soulagement momentané qui était devenu mon unique répit, j'ai fermé les yeux et attendu. Nicolas serait ici bientôt, non par amour, mais pour l'argent. Et pour la première fois de ma vie en tant que mère, cela ne me faisait plus mal. Cela confirmait simplement que j'avais pris la bonne décision. Le grand test était sur le point de commencer, et moi une professeure jusqu'à la fin j'étais prête à appliquer la dernière et la plus importante leçon qu'un fils n'apprendrait jamais de sa mère. Exactement à 13h27, Nicolas a fait irruption par la porte de ma chambre d'hôpital. Il était essoufflé, comme s'il avait couru dans le couloir, sa cravate légèrement de travers et ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, décoiffés pour la première fois depuis des années. Ses yeux ont rapidement parcouru la chambre, enregistrant les équipements médicaux, avant de finalement se poser sur moi. « Maman » s'est-il exclamé, se précipitant vers mon lit. Il a tenté un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Tu sembles stable. »« Pas, tu as l'air bien, je suis soulagée de te voir. »« Juste stable, comme si j'étais un investissement qu'il évaluait. »« Quelle surprise, Nicolas, ai-je répondu calmement. Je pensais que tu étais trop occupé pour les visites. » Il s'est assis sur la chaise à côté du lit, ajustant nerveusement le nœud de sa cravate. J'ai tout annulé quand j'ai réalisé la gravité de la situation. Le cabinet peut survivre sans moi pendant quelques heures. Quelques heures. Même pas une journée entière pour sa mère mourante. C'est très gentil de ta part, ai-je répondu, gardant ma voix neutre, tout en observant ses mains agitées. Nicolas bougeait toujours les mains quand il était mal à l'aise ou quand il mentait. Une habitude de l'enfance que même Harvard n'avait pas réussi à éliminer. Alors, qu'est-ce que les médecins disent exactement? Je veux leur parler, peut-être chercher un deuxième avis. Je connais un oncologue exceptionnel à Londres, nous pourrions consulter. Il est trop tard pour les deuxièmes avis, Nicolas, ai-je doucement interrompu. Le cancer est très avancé. Il a commencé au pancréas et s'est propagé. J'ai eu les premiers symptômes il y a des mois, mais je les ai confondus avec du stress et de la fatigue. Des mois? Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je t'ai parlé des symptômes. Au dîner de Noël, tu te souviens? Tu as dit que j'avais juste besoin de vacances et tu as changé de sujet pour parler de ta promotion. Il a dégluti, détournant le regard. Il savait que j'avais raison. Eh bien, maintenant je suis là, a-t-il finalement dit, prenant ma main avec hésitation, comme s'il craignait que la mort soit contagieuse. Et nous allons affronter cela ensemble. Comme nous avons tout affronté, n'est-ce pas? Ensemble. L'ironie dans ma voix était subtile, mais j'ai remarqué par le froncement rapide de ses sourcils qu'il l'avait capté. Un silence inconfortable a plané entre nous. Nicolas regardait la chambre, la fenêtre, n'importe où sauf moi. Finalement, il s'est éclairci la gorge et a dit, essayant de paraître désinvolte. Alors, tu as mentionné quelque chose à propos du testament au téléphone. Et voilà. Même pas 20 minutes de visite et nous arrivions déjà à la véritable raison de sa présence. Oui, Antoine est venu ce matin. J'ai mis tout en ordre. Maman, a-t-il commencé, se penchant en avant,
sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait avec des clients difficiles, tu n'es pas en état de prendre des décisions importantes maintenant. Ces médicaments peuvent affecter ton jugement. Pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce que tu sois plus forte, et alors nous pourrons discuter ensemble de tout changement que tu veux faire. Et si je ne deviens pas plus forte, Nicolas? Et si je meurs demain? La question l'a pris au dépourvu. Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme si l'idée de ma mort imminente ne devenait réelle que maintenant. Ne dis pas ça. Tu vas. Quoi? Aller mieux? Les médecins ont été très clairs sur mes chances. Et tu le sais, sinon tu ne serais pas ici maintenant, soudainement préoccupé par mon bien-être et mon testament. J'ai vu la colère traverser brièvement son visage avant d'être remplacée par une expression calculée de préoccupation. C'est injuste, maman. Je me soucie de toi. Suffisamment pour me rendre visite quand tu as découvert que je suis mourante? Ou juste suffisamment pour t'assurer que ton nom est toujours sur le testament? Nicolas s'est levé brusquement, passant ses mains dans ses cheveux par frustration. Je n'arrive pas à croire que nous avons cette conversation. Je suis ici, non. Je suis venu dès que j'ai pu. 3 semaines après mon diagnostic. Après que j'ai mentionné des changements dans le testament. Il s'est tourné vers moi, ses yeux maintenant froids et calculateurs. Le fils avait disparu, à sa place, se tenait l'avocat. Que as-tu exactement changé dans le testament, maman? J'ai décidé que c'était l'heure de la vérité. Je n'avais plus rien à perdre. Tout, Nicolas. J'ai tout changé. Son expression s'est figée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'appartement, les actions, les antiquités, les comptes en Suisse, tout ce que tu espérais hériter, ne sera plus à toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Nicolas a visiblement pâli, ses lèvres formant une ligne fine et tendue. Quand il a finalement parlé, sa voix était un murmure contrôlé. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. C'est mon appartement. Tu as toujours dit qu'il serait à moi. J'ai des projets pour lui, j'ai même déjà parlé à un agent immobilier des potentiels. Des projets? Pour un appartement qui n'est même pas encore à toi? Alors que je suis encore en vie, ai-je interrompu, ressentant une pointe de douleur qui ne venait pas du cancer. Nicolas a réalisé son erreur, mais c'était trop tard. Le masque était complètement tombé. Tu sais ce que je voulais dire, a-t-il essayé de se rattraper. C'est le patrimoine familial. J'ai toujours su qu'un jour il serait à moi, c'est naturel que je planifie pour l'avenir. Et qu'en est-il de planifier une visite à ta mère malade? Cela aussi était dans tes projets futurs? Il a respiré profondément, essayant clairement de contrôler sa colère. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était délibérément calme, presque condescendante. Maman, tu es blessée et tu souffres. Tu prends des décisions émotionnelles que tu regretteras. Parlons de cela quand tu seras plus calme. Je serai morte quand je serai plus calme, Nicolas. Et non, je ne regrette pas ma décision. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je suis absolument certaine que je fais ce qui est juste. Ce qui est juste? Il a pratiquement craché ses mots. Déshériter ton fils unique est ce qui est juste? Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu abandonner mon travail au milieu d'une affaire importante? Parce que j'ai une vie, des responsabilités? Non, Nicolas. Je te déshérite parce que j'ai finalement vu quelque chose que j'aurais dû percevoir il y a longtemps. Tu n'es plus le garçon que j'ai élevé. Tu es devenu exactement le type de personne contre lequel j'ai toujours essayé de te protéger, quelqu'un qui valorise l'argent et le statut au-dessus des personnes et des relations. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis, étonnamment, a ri. Un rire froid, dépourvu d'humour. C'est ironique, n'est-ce pas? Tu m'as élevé pour réussir, tu m'as envoyé dans les meilleures écoles, tu as insisté pour que je vise haut, et maintenant tu me punis pour être devenu exactement ce que tu voulais que je sois, quelqu'un qui a réussi. Je voulais que tu réussisses en tant que personne, Nicolas, pas seulement en tant que professionnel.
Je voulais que tu gardes ton humanité, ta compassion. La compassion ne paie pas les factures, maman. Non, mais elle rend la vie digne d'être vécue. Quelque chose que tu sembles avoir oublié. Nicolas a pris son manteau et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville au dehors. Quand il s'est retourné, son visage avait pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide, calculatrice, presque cruelle. Alors c'est ça? Des décennies à construire une vie, une carrière, et tu me déshérites simplement parce que je n'ai pas pu tout laisser tomber pour te tenir la main? As-tu idée à quel point tu ressembles à une enfant gâtée maintenant? Ces paroles m'ont frappé comme des coups physiques, mais j'ai maintenu ma voix ferme. La différence, Nicolas, c'est que je ne te punis pas pour une seule absence. Je reconnais un schéma qui dure depuis des années. Quand est la dernière fois que tu es venu me rendre visite sans que je te le demande? Quand est la dernière fois que tu as appelé juste pour savoir comment j'allais? T'es-tu souvenu de mon anniversaire le mois dernier? Il n'a pas répondu, parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Où est allé l'argent, alors, a-t-il finalement demandé, revenant à ce qui comptait vraiment pour lui. Qui va tout recevoir? Des organisations caritatives. La recherche médicale. Des gens qui en ont vraiment besoin. Des gens qui ne sont même pas de la famille, a-t-il explosé. Des étrangers vont recevoir ce qui devrait être à moi de droit. De droit, ai-je répété, ressentant une vague d'indignation. Quel droit, Nicolas? Le droit d'être né mon fils? Cela ne te donne pas automatiquement droit à ce que j'ai construit. Il a pris son téléphone portable de sa poche. Je vais appeler mon avocat tout de suite. Cela ne va pas rester ainsi. Je vais contester ce testament sur la base de ton incapacité mentale due à la médication et à la maladie. Aucun juge ne va. Nicolas, ai-je interrompu doucement, veux-tu vraiment suivre cette voie? Exposer devant un tribunal que tu poursuis ta mère mourante pour de l'argent? Que vont penser tes clients corporatifs? Que vont dire les associés du cabinet? Le brillant Nicolas Bernard, si désespéré pour un héritage qu'il a poursuivi sa propre mère sur son lit de mort? Il s'est arrêté avec le téléphone à mi-chemin de son oreille, réalisant les implications. Sa réputation, si soigneusement construite, serait détruite. De plus, ai-je continué, Antoine a des déclarations médicales confirmant ma pleine capacité mentale. J'ai des vidéos de nos conversations sur le testament. 3 témoins indépendants. Tu perdrais, Nicolas. Et tu perdrais beaucoup plus que de l'argent. Lentement, il a baissé le téléphone, son visage un masque de colère contenue. Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Tu m'as tendu ce piège. Non, mon fils. Tu as construit ton propre piège, il y a des années, quand tu as décidé que ta mère ne méritait que les restes de ton temps. J'ai simplement finalement réalisé que j'étais à l'intérieur. Nicolas a pris son manteau et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois, tu regretteras cela, maman. Quand tu seras seul dans tes dernières heures, tu souhaiteras avoir ton fils à tes côtés. Je suis déjà seul, Nicolas. La différence est que maintenant je le reconnais. La porte s'est fermée avec un bruit sourd discret, presque anticlimatique pour un moment si définitif dans nos vies. Et ainsi, en moins d'1 heure, j'ai perdu mon fils pour la 2e fois. La première était progressive, au cours d'années de négligence. Celle-ci fut rapide, comme arracher un pansement d'une blessure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. L'infirmière est entrée quelques minutes plus tard, probablement alertée par le moniteur cardiaque qui enregistrait mes battements accélérés. Tout va bien, Madame Bernard? Votre fils est déjà parti? Oui, ai-je répondu, sentant un calme étrange m'envelopper. Mon fils est parti depuis longtemps. C'est seulement aujourd'hui que je l'ai vraiment accepté. 2 jours passèrent sans nouvelles de Nicolas. La douleur avait augmenté, et les médecins avaient ajusté ma médication pour quelque chose de plus fort. Les heures s'écoulaient entre rêves fiévreux et moments de lucidité de plus en plus rares. Lors de l'un de ces moments, j'ai demandé à Antoine de venir me voir. Il était temps de finaliser mon plan.
Antoine est arrivé en fin d'après-midi, quand le soleil de Paris peignait le ciel de teinte orangée qui se reflétait sur les bâtiments haussmanniens. Il s'est assis à mes côtés, son expression sombre révélant qu'il savait que nous ne nous verrions plus beaucoup. « Nicolas est venu ici ?» a-t-il demandé, ajustant ses lunettes. « Oui. C'était exactement comme je l'avais prévu. » Antoine a soupiré. « Va-t-il contester le testament ? Il a menacé de le faire, mais je pense qu'il ne le fera pas. Son orgueil et sa réputation sont trop précieux. » J'ai sorti une enveloppe cachetée dessous mon oreiller. Mes mains tremblaient plus que d'habitude, effet secondaire de la morphine, ou peut-être de l'émotion contenue. « Ceci est le dernier document, ai-je expliqué. Je veux que vous le remettiez à Nicolas 2 jours après mes funérailles. Ni avant, ni après. » Antoine a pris l'enveloppe avec soin, comme s'il manipulait quelque chose de fragile et précieux. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir me dire ce qui est écrit ? » J'ai faiblement souri. « Vous me connaissez depuis des décennies, mon ami. Faites-moi confiance une dernière fois. » Il a acquiescé, rangeant l'enveloppe dans sa mallette. « Et pour le reste ? Nous maintenons comme prévu ? » « Oui. La Fondation Saint-Louis, l'hôpital et Marthe. Ils recevront tout comme spécifié dans le testament. » Antoine s'est levé, se préparant à partir. Il a hésité un moment, puis s'est penché et a embrassé mon front, un geste inédit dans notre longue relation professionnelle. « Adieu, Viviane. »« Au revoir, Antoine » ai-je répondu, sachant que c'était, en effet, un adieu. Après son départ, je suis resté à regarder par la fenêtre, observant le ciel de Paris s'assombrir lentement. Les médicaments commençaient à faire effet, et j'ai senti ma conscience flotter. J'ai pensé au petit Nicolas courant dans les couloirs de notre premier appartement, minuscule comparé à l'actuel. Comme il riait quand je le poursuivais en faisant semblant d'être un monstre. Comment ses petits bras s'enroulaient autour de mon cou pendant que je lui lisais des histoires de chevaliers et de dragons. Où ai-je perdu ce petit garçon ? À quel moment s'est-il transformé en un étranger en costume coûteux aux yeux froids ? Je me suis réveillé le lendemain matin avec une sensation étrange. Une paix inhabituelle, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit n'avait pas encore complètement assimilé. La douleur était lointaine, presque comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'infirmière du matin, Marie, a remarqué le changement. « Vous sentez-vous mieux aujourd'hui, Madame Bernard ?»« Pas mieux, Marie. Juste, plus légère. » Elle a acquiescé, comprenant ce que je voulais dire. Travailler dans une unité de soins palliatifs apprend à reconnaître les signes. « Souhaitez-vous que j'appelle quelqu'un » a-t-elle demandé, vérifiant mes signes vitaux. « Votre fils, peut-être ?»« Non » ai-je doucement répondu. « Il n'y a personne à appeler. » Elle a ajusté mon oreiller avec une douceur particulière et a ouvert les rideaux, permettant à la lumière du matin parisien d'inonder la chambre. Il fait une belle journée dehors. Les marronniers sont en fleurs. J'ai souri en pensant aux marronniers sur les berges de la Seine, où j'emmenais souvent Nicolas ramasser des châtaignes en automne. Un autre souvenir d'un temps qui semblait appartenir à une autre vie. À midi, j'ai reçu une visite inattendue. Marthe, ma gouvernante de tant d'années, est entrée timidement dans la chambre, apportant un petit vase de violettes, mes préférées. « Madame » a-t-elle dit, les larmes aux yeux, plaçant les fleurs sur la table à côté du lit. « Pardonnez-moi de venir sans prévenir. »« Marthe, quelle sottise » ai-je répondu, lui tendant la main. « Votre présence est toujours bienvenue. » Elle a tenu ma main entre les siennes, rugueuse après des années de travail honnête. « Monsieur Nicolas m'a dit que vous étiez très mal. Je devais venir. »« Nicolas vous a parlé ?» ai-je demandé, surprise. « Oui, il a appelé à l'appartement hier soir, demandant de vos médicaments, de vos vêtements, il semblait inquiet. » Intéressant. Nicolas avait appelé Marthe, mais pas moi. Que pouvait-il bien préparer? Marthe est restée 1 heure, me racontant les petites nouvelles du quartier, arrangeant mes couvertures, peignant mes cheveux comme elle le faisait les jours où j'étais malade à la maison. Un réconfort simple, mais profondément apaisant.
En partant, elle a embrassé mes mains et a dit, avec la franchise directe qui l'a toujours caractérisée, « Vous avez été la meilleure patronne que quiconque puisse avoir, Madame Bernard. Plus que cela, vous avez été une amie. » C'étaient les paroles les plus sincères que j'avais entendues depuis longtemps. L'après-midi s'est écoulé lentement. Les médecins ont fait leur tournée, ajusté les médicaments, parlé à voix basse dans le couloir. Je flottais entre conscience et sommeil léger, observant toujours les nuages passer par la fenêtre, formant des figures qui me rappelaient les dessins que Nicolas faisait quand il était enfant. Puis, à 18h42, l'horloge numérique sur le mur clignotait insistamment avec les chiffres rouges, la porte de la chambre s'est ouverte, et Nicolas est entré. Il semblait différent de l'homme qui était parti en colère 2 jours auparavant. Il était pâle, avec de profonds cernes, le costume remplacé par un jean et un simple pull. Dans ses mains, un livre usé que j'ai immédiatement reconnu, Le Petit Prince, l'édition que je lui avais offerte pour son 10e anniversaire. « Maman » a-t-il dit doucement, s'approchant du lit avec hésitation, comme s'il craignait d'être rejeté. « Nicolas » ai-je répondu, ma voix plus faible que lors de notre dernière rencontre. « Je ne m'attendais pas à te revoir. » Il s'est assis sur la chaise à côté du lit, regardant le livre dans ses mains. « J'ai trouvé ceci hier soir. Je cherchais de vieux documents dans mon appartement et j'ai trouvé une boîte contenant des affaires d'enfance. » J'ai légèrement acquiescé, attendant. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. « Tu te souviens quand tu me lisais ceci » a-t-il continué, ouvrant soigneusement le livre. Les pages jaunies étaient marquées de dessins d'enfants dans les marges. J'avais l'habitude de dessiner ce que j'imaginais pendant que tu lisais. Tu adorais la partie sur le renard, ai-je commenté, me souvenant des nuits où nous nous asseyions ensemble sur son petit lit. On devient responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé, Nicolas a cité, sa voix tremblante. Je n'ai pas vraiment compris ce que cela signifiait à l'époque. Et tu comprends maintenant, ai-je doucement demandé. Il a finalement levé les yeux du livre, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas, des larmes. Nicolas, qui n'avait pas pleuré depuis ses 12 ans, qui considérait les émotions comme une faiblesse, avait les yeux embués. Je comprends que j'ai échoué, maman. J'ai complètement échoué. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités doivent être prononcées entièrement, sans interruption. Après être sorti d'ici avant-hier, je suis allé directement au bureau, a-t-il continué. Je me suis plongé dans le travail, comme je le fais toujours quand je suis troublé. J'étais furieux contre toi, contre ta décision. Il a fait une pause, passant sa main sur son visage fatigué. Puis, hier soir, l'un des associés seniors est entré dans mon bureau. Il m'a demandé pourquoi je travaillais si tard. Je lui ai parlé de toi, du cancer. Tu sais ce qu'il a dit? J'ai secoué négativement la tête. Il a dit, Nicolas, j'ai perdu mon père il y a 5 ans. Je n'ai pas pu arriver à temps à l'hôpital pour lui dire au revoir. Je donnerai toute ma fortune pour avoir eu 1 heure de plus avec lui. Rentrez chez vous. Maintenant. Et puis il a simplement pris mon dossier, fermé mon bureau à clé et m'a renvoyé. Nicolas a ri sans humour. Je suis resté debout sur le trottoir, ne sachant pas où aller. Je ne voulais pas venir à l'hôpital. J'étais encore en colère. Alors je suis allé à mon appartement, et j'ai commencé à chercher obsessionnellement les documents de l'acte de propriété de notre immeuble, réfléchissant aux moyens de contester ton testament. Il a pris ma main, hésitant au début, puis plus fermement. C'est alors que j'ai trouvé la boîte avec mes vieilles affaires. Des photographies, des dessins, ce livre, et une lettre que tu m'as écrite quand je suis entré à Sciences Po. Tu te souviens de cette lettre? J'ai acquiescé. Comment pourrais-je oublier? J'avais passé des nuits à écrire et réécrire, essayant de mettre sur papier tout l'amour et l'espoir que je ressentais pour mon fils unique. Tu as écrit que ton plus grand rêve était que je devienne non pas seulement un homme qui réussit, mais un homme bon. Que tous tes efforts pour me donner une éducation et des opportunités n'étaient pas pour que j'accumule des richesses, mais pour que je puisse faire la différence, aider les autres, vivre avec un objectif. Il a serré ma main.
Et regarde-moi maintenant. À me disputer avec ma mère mourante à propos d'argent et de propriété. Quel genre d'homme cela fait-il de moi? Un homme qui peut encore changer, ai-je répondu, ressentant une vague d'émotion que je n'attendais pas. C'est trop tard pour nous, n'est-ce pas, a-t-il demandé, sa voix presque un murmure. J'ai gaspillé des années, et maintenant nous n'avons plus de temps. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, Nicolas. Même si ce n'est que pour un moment. Il a rouvert le livre d'enfant, tournant jusqu'à la dernière page, où j'avais écrit une dédicace. Il a lu à haute voix, pour mon petit prince. Souviens-toi toujours que l'essentiel est invisible pour les yeux. Avec un amour éternel, maman. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. J'ai oublié, maman. J'ai oublié ce qui était essentiel. Nous oublions tous parfois, ai-je répondu, sentant mes propres larmes. L'important est de s'en souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Nicolas s'est levé et, à ma surprise, s'est assis délicatement au bord du lit. Puis, comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était petit garçon, il a posé sa tête sur mon épaule et a pleuré. Il a pleuré comme l'enfant qu'il avait été autrefois, avant les ambitions, avant l'argent, avant les masques que nous portons pour naviguer dans le monde adulte. J'ai passé mes doigts tremblants dans ses cheveux, comme j'avais l'habitude de faire pour le calmer après un cauchemar. « Je ne veux pas de ton argent, maman, a-t-il finalement dit, entre les sanglots. Je ne veux pas de l'appartement, ni des actions, ni rien de tout cela. Je veux juste ton pardon, même si je ne le mérite pas. » Nicolas, ai-je répondu, sentant une paix profonde m'envelopper, si tu ne te soucies vraiment plus de l'héritage, alors tu as déjà mon pardon. Parce que tu as finalement compris la leçon la plus importante que j'ai essayé de t'enseigner, il existe des trésors bien plus précieux que l'argent. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, mère et fils réunis au crépuscule d'une vie. Nous n'avons pas parlé du testament, de l'avenir, de regrets. Nous avons simplement partagé des souvenirs simples, des voyages à la plage en Normandie, des dimanches au jardin du Luxembourg, la fois où Nicolas s'est cassé le bras en essayant de grimper à un arbre et où j'ai porté le garçon de 10 ans sur 6 pâtés de maison jusqu'à l'hôpital. Quand la nuit est tombée sur Paris, Nicolas a ouvert « Le Petit Prince » et a commencé à me lire, sa voix devenant plus ferme à chaque page. Un cycle complet, la mère qui avait autrefois lu pour apaiser son fils était maintenant bercée par la voix de son fils adulte. Je me suis endormi au son de sa voix, ressentant une gratitude inattendue pour le cancer qui, dans sa cruauté impitoyable, m'avait rendu mon fils, même si ce n'était que pour une seule nuit. Le lendemain matin, Viviane Bernard s'en est allée. Paisiblement, durant son sommeil, comme les médecins l'avaient prédit pour les plus chanceux. Nicolas dormait sur la chaise à côté d'elle, le livre encore ouvert sur ses genoux, sa main tenant celle de sa mère. L'infirmière du matin, en entrant dans la chambre pour vérifier les signes vitaux, a découvert cette scène émouvante, mère et fils enfin réunis, bien que l'un d'eux soit déjà parti vers un autre monde. C'est l'infirmière qui a doucement réveillé Nicolas, touchant son épaule avec délicatesse. « Monsieur Bernard, a-t-elle chuchoté. Je suis désolée. » Nicolas a ouvert les yeux, momentanément confus, jusqu'à ce que la réalité le frappe de plein fouet. Il a regardé la main de sa mère, toujours entre les siennes, maintenant froide au toucher. Le moniteur cardiaque silencieux, l'absence de la respiration rythmée qu'il avait bercé pendant son sommeil agité. « Non » a-t-il murmuré, serrant la main de Viviane comme s'il pouvait la ramener par la force de sa volonté. « S'il vous plaît, non. » Mais elle était partie pendant la nuit, tandis que Paris dormait sous un ciel étoilé. Elle est partie en silence, peut-être bercée par les mots de Saint-Exupéry que son fils lui avait lus jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une fin paisible pour une vie marquée par la détermination, le sacrifice, dans ses derniers moments, une sagesse qui transcendait le pardon. Les médecins sont arrivés, ont prononcé officiellement le décès, ont offert des condoléances formelles. Des mots qui pénétraient à peine la barrière de choc qui enveloppait Nicolas. Il est resté assis près du lit pendant des heures, incapable de lâcher la main de sa mère, comme si ce geste pouvait maintenir la connexion qu'il avait négligée pendant si longtemps. « Monsieur, nous devons... »
A commencé une infirmière, mais elle a été interrompue par un geste du docteur Fournier. Donnez-lui encore quelques minutes, a dit doucement le médecin. Les adieux sont un processus. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que Nicolas a finalement pu quitter l'hôpital, chancelant sous le poids d'une perte qui semblait maintenant insupportable. Non seulement la perte de sa mère, mais la perte de toutes les opportunités gaspillées, de toutes les conversations non réalisées, de tous les moments qui ne seraient plus jamais possibles. Les 3 jours qui ont suivi sont passés dans un flou nébuleux. Appel aux pompes funèbres, choix du cercueil, acajou foncé, avec intérieur en satin blanc, elle a toujours apprécié les choses de qualité, a expliqué Nicolas à l'agent funéraire, notification aux anciens collègues de la Sorbonne, aux voisins, aux rares amis que Viviane avait gardés durant ses années les plus recluses. Antoine Lefèvre s'est occupé des détails légaux avec l'efficacité discrète qu'il avait toujours caractérisée. Il observait Nicolas avec des yeux attentifs, remarquant les changements subtils chez l'homme qui, quelques jours auparavant, avait explosé de colère en apprenant le testament modifié. Il y avait une fragilité en lui maintenant, une vulnérabilité qui rappelait le garçon qu'Antoine avait connu tant d'années auparavant, lorsque Viviane l'avait fièrement présenté comme « mon fils », le futur juriste le plus brillant de Paris. Le jour des funérailles, le cimetière du Père-Lachaise baignait dans un soleil inattendu. Un ciel étonnamment bleu couvrait Paris, comme si la ville elle-même rendait un dernier hommage à l'une de ses filles les plus dévouées. Les arbres centenaires du cimetière projetaient des ombres allongées sur les tombes anciennes, créant un jeu de lumière et d'ombre qui semblait presque théâtral dans sa beauté. Les funérailles furent simples, mais dignes. Des collègues de la Sorbonne ont apporté des couronnes de fleurs, d'anciens étudiants ont partagé des souvenirs d'une professeure exigeante mais inspirante. Marthe, la gouvernante, pleurait silencieusement dans un coin, son visage ridé marqué par des décennies de service loyal. Et Nicolas, vêtu d'un costume sombre impeccable, est resté silencieux, son visage un masque de retenue qui menaçait de se fissurer à tout moment. Quand tout le monde est parti, les collègues vers leurs engagements académiques, les voisins vers leurs appartements, les connaissances vers leur vie qui continuait, Nicolas est resté immobile près de la tombe. La pierre tombale, encore sans inscription permanente, serait gravée avec des mots qu'il avait soigneusement choisis. Viviane Bernard 1956 à 2025 professeure, traductrice, mère, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les heures ont passé tandis qu'il restait là, observant le monticule de terre fraîche qui recouvrait maintenant le corps de la femme qui lui avait donné la vie. Le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui ont progressivement cédé la place aux premières étoiles. Ce n'est que lorsque le gardien du cimetière est venu gentiment l'informer que les portes allaient être fermées que Nicolas a finalement bougé. Lentement, comme un homme beaucoup plus âgé que ses 32 ans, il s'est éloigné de la tombe, jetant un dernier regard en arrière avant de partir. 2 jours après, conformément aux instructions explicites de Viviane, Antoine Lefèvre a frappé à la porte de l'appartement de Nicolas. L'avocat a trouvé un homme transformé des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, des yeux rouges d'avoir pleuré plus qu'il ne l'admettrait. Mais il y avait aussi quelque chose de différent dans son regard, une profondeur qui n'était pas là auparavant. Elle a laissé ceci pour vous, a simplement dit Antoine, tendant une enveloppe scellée avec le cachet de cire que Viviane utilisait toujours pour les correspondances importantes. À remettre 2 jours après les funérailles, ni avant, ni après. Nicolas a accepté l'enveloppe d'une main tremblante, invitant Antoine à entrer d'un geste muet. L'appartement, non pas le grand appartement haussmannien du 16e arrondissement, mais le propre appartement de Nicolas dans le Marais était en désordre, avec des assiettes sales dans l'évier et des papiers éparpillés sur la table à manger. Des preuves de deuil, d'une vie momentanément déraillée. « Je peux vous offrir un café ? Ou quelque chose de plus fort ?» a demandé Nicolas, sa voix rauque par manque d'usage. « Non, merci » a répondu Antoine. « Lisez simplement. Quand vous serez prêt. » Nicolas a regardé l'enveloppe pendant de longues secondes, comme s'il craignait son contenu. Finalement, il a brisé le seau de cire et en a extrait 2 documents. Le premier, il l'a immédiatement reconnu comme un testament. Le papier a en tête, le formatage juridique était inconfondable pour ses yeux d'avocat entraîné. Au fur et à mesure qu'il lisait, ses yeux s'écarquillaient d'incrédulité.
C'était un testament mis à jour, rédigé le matin après sa dispute avec Viviane, annulant les décisions précédentes et lui laissant tout, avec une seule condition qu'il donne annuellement une somme importante pour l'éducation d'enfants défavorisés. Mais c'est le second document qui l'a fait s'effondrer sur la chaise la plus proche. Une lettre manuscrite, la calligraphie élégante de sa mère immédiatement reconnaissable. Mon cher Nicolas, si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Cela signifie que tu as passé le test le plus difficile qu'une mère puisse imposer à son fils, choisir entre l'amour et l'argent. Je n'ai jamais eu l'intention de te déshériter définitivement. Le testament précédent n'était qu'un miroir pour que tu puisses voir en qui tu t'étais transformé. Un choc pour réveiller le garçon que je savais exister encore en toi. Tu reçois cet héritage non pas parce que tu es mon fils, mais parce que tu as prouvé être l'homme que j'ai toujours su que tu pourrais être. Utilise-le avec sagesse. Souviens-toi toujours que notre véritable richesse réside dans les vies que nous touchons, pas dans les choses que nous possédons. Avec un amour éternel, maman. PS. L'essentiel demeure invisible pour les yeux. Nicolas a lu la lettre 7 fois de suite, chaque mot perçant les couches de protection qu'il avait construites au fil des années. Antoine observait en silence, respectant ce moment profondément intime. Finalement, avec des mouvements délibérément lents, Nicolas a soigneusement plié le papier, s'est levé et s'est dirigé vers la bibliothèque. De là, il a retiré un volume usé, une ancienne édition du Petit Prince, que Viviane lui avait offerte pour son 10e anniversaire. Il a glissé la lettre entre ses pages jaunies, comme un marque-page qui séparait deux phases de sa vie, l'avant et l'après. Quand il s'est tourné vers Antoine, il y avait une détermination renouvelée dans son regard. Il s'est dirigé vers le téléphone, avec Antoine toujours comme témoin, a passé un appel. Monsieur Lefebvre ? C'est Nicolas Bernard. J'aimerais discuter de la création d'une fondation au nom de ma mère, Viviane Bernard. Une fondation éducative, pour les enfants qui n'ont pas les opportunités que j'ai eues. Oui, nous pouvons nous rencontrer demain. Et, merci d'avoir été un bon ami pour elle. Après avoir raccroché, Nicolas est resté silencieux pendant quelques instants. Puis, presque comme un rituel, il s'est dirigé vers la table basse où il avait placé une photographie qu'il avait rapportée de l'appartement de sa mère, une image de lui et Viviane devant Notre-Dame, lui tenant son diplôme de Sciences Po, tous deux souriant à un avenir qui semblait infiniment plein de possibilités. Avec un soin révérencieux, Nicolas a retourné le cadre et a écrit au dos, d'une écriture ferme, ce que l'on apprivoise, on en devient responsable pour toujours. Antoine, observant discrètement, s'est permis un petit sourire. Viviane avait tout planifié, jusqu'au dernier détail, avec la même méticulosité qui caractérisait ses traductions littéraires. Sa dernière traduction, peut-être la plus importante, avait été de transformer le cœur endurci de son fils en quelque chose qui rappelait celui du garçon qui avait un jour promis de prendre soin d'elle. L'avocat a quitté l'appartement sans plus de mots. Il n'était pas nécessaire. Dehors, Paris continuait sa routine éternelle, indifférente aux petits drames humains qui se déroulaient sous ses cieux historiques. Mais quelque chose avait changé dans l'univers, pas de manière dramatique ou visible, mais de cette manière subtile et profonde que seules les véritables transformations peuvent accomplir. Parfois, les plus grandes fortunes sont les leçons que nous recevons, même tardivement. Et parfois, l'amour d'une mère est assez sage pour enseigner, même d'au-delà de la tombe. En regardant cette histoire, quelles leçons en tirez-vous ? Est-ce que nous ne percevons la valeur de ceux que nous aimons que lorsque nous sommes sur le point de les perdre ? Combien vaut réellement un héritage, si nous perdons notre humanité en chemin ? Et, peut-être la question la plus importante, n'est-il jamais trop tard pour faire ce qui est juste ? La gratitude n'est pas seulement une vertu, mais un choix quotidien. N'attendez pas jusqu'au lit d'hôpital pour démontrer votre amour. Ne permettez pas que l'ambition efface ce qui est véritablement essentiel dans votre vie. Car, comme nous l'avons appris avec Viviane et Nicolas, à la fin, ce qui reste n'est pas ce que nous possédons, mais l'amour que nous partageons et les vies que nous touchons par nos actions.